le conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Un généraliste au service de votre patrimoine. Un généraliste. Comme un médecin. Pas idiot. « 2,5% net !» SOS Placement, bonjour. Bonjour monsieur, mon mari fait un malaise. Venez vite. J'arrive. Votre mari fait une non-performite aiguë. Tout va s'arranger. Vous avez besoin de diversifier un peu. Une dose de fonds patrimoniaux, une dose immobilier. Faites-vous suivre régulièrement par un conseiller indépendant. On se revoit dans 3 mois. Votre taux de rendement aura repris 2 ou 3 points. 2-3 points. Malheureusement, la non-performite aiguë est un mal très courant, dû à un manque de suivi et de conseils. Heureusement, nous, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, sommes là pour y faire face. Alors un conseil, dès les premiers symptômes, appelez-moi. SOS Placement, bonjour. For the best liberty-oriented talk 24/7, visit LRN.FM. So here's an ethical question for you. Is it right to actively, try to cost the government money? I mean, to initiate that process against the government. I'm not talking about defending yourself in court necessarily. That does cost the government money, but they're the ones choosing to make you be in court. I'm thinking more along the lines of suing the government or proposing 20 different House bills and forcing the State House to go through the expense of hearing them all and the time. In my own actions, I've sort of fallen on both sides of this ethical question. Prior to 2006, I didn't have any qualms about getting a House bill submitted. I had 2 bills submitted around 2006, and I went to the hearings and tried to take them through the process and turn them into law. And later on, one of the liberal activists in New Hampshire, Chaz Prohl, kind of called me out on it, and he said, well, that's costing us $1,500 per hearing, or rather, per bill. And I have to say I listened to Chaz at that time and took his advice and quit submitting bills because I thought, well, I really don't want to add expense. I don't want to create taxpayer expense. That's not really what I'm here for. On the other hand, when you're in a conflict, to be a more worthy opponent, you're supposed to kind of cost your enemy resources. The ethical dilemma is sufficiently severe that I've been kind of paralyzed into inaction since 2006 when it comes to action that costs the government money. The most I've done is sort of, with my feet dragging and kind of reluctantly, sued the government of Nashua back in, 2011 after its police arrested me for, I'm still not sure exactly what. Some people say it was for walking backwards at a Joe Biden event. But anyway, although I didn't have any qualms about beating them in court defensively, the idea of suing them over the years that followed the initial filing of the lawsuit, I became increasingly uneasy ethically about the whole idea that we might end up, what would I do if there was a monetary settlement and I was going to be getting money from the government of Nashua? If that were to happen, would it be ethical for me to take such money? Would it even be ethical for me to redirect it somewhere? Would that be an act of aggression against taxpayers? I don't know. But again, in my actions over the last 10 years, I have sort of just tried to err on the side of caution and generally not do anything that would cost taxpayer expense. Having said that, this gets even more complicated. There is always a part of me that wonders, should we automatically treat the taxpayer as though she is a bystander, a good guy? Should we automatically consider it an act of aggression against them if we weaken the people who are tormenting them by costing them money? Sure, the government that torments them will want to come after them for more money if we cost that government more money.
But, especially in the federal case, the taxpayer, the federal taxpayer, who's voluntarily turning over forms and some of their income, to what extent is that person really a bystander, and to what extent are they actually reluctant accomplices in all the evils that the central government commits? Should we automatically be putting them on a pedestal, coddling them, protecting them from the central government, or is there maybe a case to be made for just going forward with weakening the government? Obviously, there are 1,000 ways to do that. I mean financially weakening it. There are a lot of, at least technically peaceable ways that you can do that. I've witnessed it in court when I've been to federal court and watched just, relatively average people really gum up the system in there with lawsuits and stuff like that. I mean, making these judges earn their pay, tying up political parties with almost no expense. I couldn't, it's too hard to make the ethical call for me to want to go do that kind of thing, but I'm reluctant to condemn it. It's an ethical question that should be thrown out there, and I don't know if I'm articulating it as simply as I probably should, but I think the idea should be thrown out there, and I hope more of you will discuss it, because I don't really have my mind fully wrapped around it yet. For now, I guess we should call it the weakening government through expense question. LRN.FM, 24 hours of Liberty Radio every day. Now available on satellite too, at sat.lrn.fm. That's what a satellite sounds like. Put it on your unlicensed station. Wear it in your hair. But above all, don't despair. The Liberty message is getting out. And right now, you're missing it. Or maybe you're not. But skip on over to LRN.FM. Feds don't want you to hear them. Bonjour, mon nom est Marc Bachand, professeur de fiscalité au département des sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières. En mon nom personnel, ainsi qu'au nom de mes collègues Nicolas Boivin et Nicolas Lemelin, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette première capsule de cette première semaine de notre MOOC. Cette semaine, nous allons présenter, échanger, mesurer nos aptitudes à œuvrer en matière de finances personnelles. Les finances personnelles est un vaste sujet qui, dans un monde idéal, devrait intéresser tous et chacun, puisqu'il fait partie de notre vie au quotidien et qu'il se répercute sur notre vie future. Les défis, certains parleront de pièges, sont nombreux. Le plus important, à mon avis, est la complexité causée par la nature intégratrice du sujet. Il faut savoir relier les pointillés, saisir les liens qui existent entre les différents sujets de finances personnelles. Par exemple, une situation budgétaire qui est serrée peut amener le consommateur à se porter vers le PPPP, le plus petit paiement possible, en payant un bien sur la plus longue échéance possible. Une fois cet engrenage activé, les problèmes de liquidité amènent le recours à une marge de crédit hypothécaire pour générer les fonds nécessaires aux obligations financières générées par les PPPP. On se retrouve ainsi à emprunter pour consommer. Bref, vivre au-dessus de ses moyens. Les finances personnelles deviennent alors une question comportementale, proche de la psychologie, gratification instantanée, désir de se définir par ce que l'on possède. Jumelée à un niveau de littératie financière faible dans la population en général, cette situation devient un problème sociétal. L'objectif principal de cette première semaine consiste à favoriser de manière concrète à la fois notre compréhension des enjeux financiers personnels en matière de littératie financière et des comportements, bons et mauvais, qui les sous-tendent. Pour se convaincre de l'effet spectaculaire de l'endettement chez les Canadiens, observons ce graphique. En 2009, le ratio de la dette sur le revenu net après impôt atteignait un niveau record de 148 %. Sur une période de 20 ans, la progression a été de 55 %. Au troisième trimestre de 2013, le ratio de la dette atteignait 163,7 %. Si on y ajoute un angle d'analyse, à savoir le vieillissement de la population, occasionnant une situation où la dette
devrait donc être réduite avec le temps puisque la maison devrait être payée. Cette progression devient alors inquiétante et demande des changements de comportement de la part des individus. Une des idées fortes afin de modifier le comportement des consommateurs en matière de finances personnelles est de leur présenter l'effet de leur consommation d'une manière unique et marquante. C'est ce que réussit le professeur Daniel Goldstein en introduisant l'image du present self, le moi actuel, et le future self, le moi futur, dans sa conférence TED intitulée The Battle Between Your Present and Future Self. Je vous invite donc ici à prendre une pause et à visionner cette conférence. Bon visionnement. On se retrouve après celle-ci. Tel que brillamment présenté par Daniel Goldstein, nos actions actuelles influencent nos conditions de vie futures. Lorsque nous consommons aujourd'hui, nous réduisons notre capacité à consommer dans le futur. Et lorsque nous épargnons aujourd'hui, nous augmentons nos possibilités à consommer dans le futur. Bref, nous nous empruntons à nous-mêmes. Illustrons, par un exemple, un des pièges le plus répandus en finances personnelles, la location perpétuelle d'un véhicule. Parlons de Marie Trottier, qui souhaite faire l'acquisition d'une nouvelle voiture, une Golf toute neuve, une belle voiture. Le coût de la voiture, 25 455 $, taxes incluses. Normal d'en financer l'achat puisque le plaisir de conduire une telle voiture durera plusieurs années. Du coup, les taux de financement sont aussi abordables, 1,9 % sur 48 mois, ce qui nécessitera des paiements pour Marie de 551 $ par mois. Marie Trottier trouve le versement mensuel élevé, ce à quoi le vendeur s'empresse d'éliminer tout souci en lui proposant plutôt une location. Comme par magie, le montant du versement fond comme neige au soleil. Marie est heureuse de verser 291 $ par mois pour assurer une location pour une période de 48 mois. Elle se dit qu'il sera toujours possible d'acheter sa voiture au terme de la location dans 4 ans. Nous voilà 4 ans plus tard, le contrat de location est échu et Marie doit débourser une valeur résiduelle de 12 926 $ si elle veut devenir propriétaire de sa Golf. Puisque la voiture est maintenant usagée, le taux d'intérêt pour financer la valeur résiduelle sont moins intéressants. Le taux est de 6 % sur 36 mois. Marie Trottier devra donc débourser 393 $ par mois pendant 36 mois pour devenir propriétaire de sa Golf usagée. Le vendeur rappelle à Marie qu'elle pourrait aussi retrouver une toute nouvelle Golf qui sent encore le neuf en location pour des versements mensuels de 291 $ par mois pendant 48 mois. Quelle aubaine! Le choix est facile. De cette façon, Marie assume perpétuellement, à chaque changement de voiture, plus de 50 % de la dépense la plus importante d'un véhicule, sa dépréciation, son amortissement. C'est à ce moment que Marie Trottier tombe dans le cycle infernal de la location perpétuelle. Au cours des semaines à venir, nous explorerons certains aspects des finances personnelles qui illustreront l'intégration des champs disciplinaires qui la façonnent, soit la retraite, les successions, la fiscalité, l'assurance vie, les placements, tout l'aspect juridique et les finances. Cette semaine, nous étudierons ensemble les méthodes de calcul, comment savoir si vous avez assez épargné pour prendre votre retraite à 62 ans ou à 65 ans selon vos objectifs et aspirations, la consommation et la pression qu'elle exerce sur la capacité à épargner, les contrôles et les outils financiers pour vous aider à atteindre vos objectifs. L'idée étant d'être dans la connaissance plutôt que dans la pensée magique. Finalement, dans l'esprit de la bonne volonté qui nous anime en ce début d'année, je vous proposerai une liste de 10 résolutions payantes pour cette nouvelle année.